Je suis donc géographe, professeure des universités, c'est-à-dire enseignante-chercheuse en fait, à Aix-Marseille Université, dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Population Environnement Développement, le LPED. C'est un laboratoire qui dépend à la fois d'Aix-Marseille Université et de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui est un institut travaillant plutôt dans les pays des Suds sur les questions de développement humain, social, environnemental. J'ai beaucoup travaillé sur les villes africaines, j'ai beaucoup publié sur les villes des Suds, le développement urbain dans les Suds. Et je me suis installée à Marseille en 1996. Marseille étant une ville très cosmopolite, une ville également gérée parfois, ou pas toujours très bien gérée, en tout cas depuis un quart de siècle, faisant penser parfois à certaines villes des Suds. Pourquoi ? Parce que l'urbanisme y a été très peu planifié. C'est une ville gérée beaucoup par le privé, avec un dualisme très fort entre le nord et le sud, mais aussi entre le centre, oublié, laissé pour compte des politiques urbaines, et puis toutes les périphéries dans lesquelles se sont repliées, se sont déplacées les catégories sociales les plus aisées. Je suis quelqu'un qui aime marcher, me promener dans la ville à pied, organiser des marches aussi pour faire découvrir la ville à toutes sortes de publics, à la fois des promeneurs, mais aussi des chercheurs, des étudiants, etc. Et au fil des années, je me suis aperçue que lors de ces marches urbaines, certains espaces se fermaient, n'étaient plus traversables et nécessitaient de faire des détours. Donc c'est là qu'est venue l'idée de mener un inventaire des résidences fermées. Inventaire que je n'imaginais pas aussi colossal. L'enclavement, c'est le fait de créer des résidences qui n'ont aucune entrée et pas de sortie, quoi. En gros, vous voyez, les lotissements, ce qu'on appelle en forme de raquette, avec, où on rentre et on ressort par le même espace, parfois ne nécessite pas de fermeture pour être enclavé. Tandis que la fermeture peut conduire à véritablement barricader des espaces qui étaient au départ conçus pour être traversants dans une ville. Et on a mené un premier inventaire entre 2007 et 2009 qui a donné lieu à un premier rapport en 2010. Et à cette époque-là, on s'est arrêté quand on a atteint 1001 résidences fermées. Donc symboliquement, on s'est dit, bon là on s'arrête. Voilà, 1001 résidences fermées en 2010. Puis on a redémarré un second inventaire financé cette fois par la ville elle-même en 2013-2014. Et là, on en a trouvé 1531. Donc vous voyez, à peine 3 ans plus tard. Et depuis lors, on n'a plus mené, je n'ai plus dirigé, si vous voulez, d'inventaire exhaustif, mais la veille menée par les uns et par les autres dans différents quartiers laisse à penser que le phénomène continue de s'accroître, même si la plus grande période d'expansion semble dater des années 90 à 2007-2010, quoi. Il y a 2 événements à Marseille. Il y a l'élection d'un nouveau maire qui s'appelle Jean-Claude Gaudin et qui va faire le choix de déléguer une grande partie de la gestion de l'espace urbain au privé et aussi le choix de s'en désintéresser, si tant est que ce soit un choix, donc de laisser faire. Donc on va avoir 25 ans de laisser faire des acteurs privés, donc laisser faire des promoteurs, laisser faire les résidents qui ferment, etc. Et d'autre part, il y a un autre événement déclencheur dans le secteur du boulevard Michelet, c'est la Coupe du Monde de foot qui est organisée à Marseille et qui provoque des rassemblements de population, du stationnement anarchique, du bruit, etc. dans ce secteur-là. Donc c'est l'événement déclencheur. On peut peut-être parler aussi d'argumentaire ou peut-être d'alibi, on ne sait. Enfin en tout cas, c'est l'événement déclencheur qui est mentionné par les gens. Alors, sont-ils 100% sincères? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres événements pour justifier le début de fermeture que l'on observe à ce moment-là, pas loin du stade Vélodrome, sur le boulevard Michelet. Après, d'autres phénomènes sont invoqués à cet endroit-là, notamment la prostitution qui se tenait sur les allées, les contre-allées du boulevard Michelet et qui se déroulait aussi parfois dans les petites rues adjacentes. Dans certaines parties de la ville, notamment dans le 9e arrondissement, c'est là où il y en a le plus, en taux par rapport au nombre de logements, on atteint parfois 90% des logements
situés dans des copropriétés fermées. Fermées, c'est-à-dire entourées de grilles, avec des portails qui imposent un contrôle à l'entrée et des espaces libres à l'intérieur, donc espaces verts, parking, jeux pour enfants, etc. Ce sont des secteurs qui ont gagné très fort en forte valeur immobilière. Au départ, c'était des lotissements populaires et c'est devenu, dans les années 30, et sont devenus des lotissements aisés. Les valeurs foncières sont élevées. Les quartiers sud sont les quartiers aisés de Marseille. On remarque que la fermeture est très rapide et la plus rapide et la plus forte à chaque fois qu'il y a quelques poches de logements populaires à côté de ces petites rues privées charmantes. À chaque fois que les fermetures se font avec une certaine force, ça coïncide avec un différentiel social. Donc c'est assez interpellant parce que les quartiers sud il y a très peu de logements sociaux, il y a très peu de copropriétés dégradées dans les quartiers sud. Ce sont des poches. Et ces poches vont se retrouver entourées de barrières. Donc les habitants d'à côté se barricadent. La fermeture, elle se déroule quand les inégalités sociales, c'est-à-dire les inégalités de revenus, s'accompagnent aussi d'inégalités territoriales, c'est-à-dire d'accès aux équipements de la ville. Ce que les anglo-saxons appellent les aménités. Enfin, en français, on utilise maintenant ce terme un peu aménités, c'est-à-dire tous les équipements, les avantages qu'offre la ville. Donc l'accès à des écoles, l'accès à la nature, voyez, l'accès à la beauté, la vue sur la mer, voyez, tout ça. Donc à partir du moment où certaines catégories sociales veulent finalement accaparer pour elles seules, au nom de la propriété privée, ces avantages, c'est là que la fermeture se rencontre. Donc j'ai de l'argent, je peux m'acheter la vue sur la mer. Donc je peux m'acheter le calme de la montagne, etc. Donc c'est les grandes résidences fermées de la Côte d'Azur, autour de Saint-Tropez. C'est ça, j'ai de l'argent, je m'achète le calme de la vue sur la mer, un peu à l'écart de la foule, etc. Et comme la loi m'y autorise, parce que la loi française autorise cela, eh bien, je me ferme et j'ai raison puisque j'ai assez d'argent pour me payer ça et je suis dans mon droit. Donc là, on a une situation extrêmement compliquée et très tendue, avec beaucoup de tensions. Donc là, on touche du doigt vraiment les conséquences à la fois sur la circulation piétonne, automobile et sur le vivre ensemble. Et également, on touche du doigt la manière dont les inégalités sociales se traduisent par des replis et se traduisent par l'empêchement pour certaines familles d'accompagner leurs enfants à l'école dans des conditions dignes de sécurité. C'est un ensemble de petites violences sociales quotidiennes à l'encontre des non-propriétaires, en fait, à l'encontre des jeunes enfants qui vont à l'école primaire, de leurs parents qui n'ont pas de voiture et qui sont obligés de les accompagner à pied en faisant de grands détours. Je voudrais juste revenir sur le fait que la situation de Coin-Joly-la-Cravache par rapport à l'accès à l'école privée n'est pas unique. Il y a de nombreux autres cas à Marseille, par exemple dans les quartiers sud, dans le 9e, pas loin des Baumettes, dans l'école Vaccaro. On a une autre école primaire où la même situation existe, c'est-à-dire un très petit chemin, d'ailleurs bucolique et charmant, qui permettait aux enfants à toute heure d'aller à pied. C'est un chemin très étroit, une voiture ne peut absolument pas passer, nous permettait d'aller à l'école primaire et ce chemin a été fermé. Donc là, les associations de parents d'élèves se sont fortement mobilisées et ont obtenu une médiation, en fait, ont obtenu un espèce d'accord d'ouverture de la rue, du petit sentier à certaines heures. Mais il n'y a rien dans le droit. Vous voyez, pour que ça soit inscrit dans le droit, c'est-à-dire pour que le cheminement piétonnier soit durablement préservé, il n'y a actuellement pas d'autre solution que de créer officiellement un cheminement piéton à travers une déclaration d'utilité publique et d'une préemption du terrain donc par la collectivité, achat, aménagement d'un cheminement, donc que cet espace finalement devienne un espace public, commun, partagé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à il y a quelques années, il y avait dans le code de l'urbanisme un dispositif et des collectivités territoriales qui permettaient aux maires d'une commune de tenir compte d'usages
de traversée, d'usage piétonnier, pour s'opposer à une fermeture. Concernant des piétons, il ne s'agit pas de permettre le passage d'automobiles au sein d'une copropriété privée. Et en fait, cette possibilité a été retirée aux maires. Donc les maires ne peuvent plus, se prévaloir d'un usage ancien, puisqu'en l'occurrence, depuis les années 30 jusqu'aux années 2010, les piétons pouvaient passer. Donc les maires ne peuvent plus se prévaloir de ces usages pour s'opposer en tant que maire à une fermeture. Aujourd'hui, la compétence voirie a été déléguée à la métropole, pratiquement dans toutes les... Enfin, pas uniquement à Marseille. Ces municipalités considèrent qu'en s'occupant le moins possible de l'urbanisation, la municipalité fait des économies. C'est un argumentaire qui est extrêmement discutable, évidemment, puisque en fait, il y a des coûts cachés derrière cette urbanisation privée complètement anarchique. Et ces coûts cachés, en fin de compte, sont pris en charge par la collectivité. Donc les coûts cachés, c'est les embouteillages, c'est les conflits, c'est des conditions de vie compliquées pour les gens, la difficulté de faire passer des transports en commun, enfin, vous voyez, etc., etc. Depuis pratiquement un siècle et demi, il est prouvé que les municipalités marseillaises successives ont laissé faire le privé en considérant que le privé faisait bien les choses, ou les faisait en tout cas, et que il n'y avait pas à s'immiscer dans ces initiatives. Si vous laissez faire le privé, tout le privé sans réguler, le privé ne voit que ses intérêts financiers immédiats. Le privé voit la rentabilité. Donc le privé voit que l'immeuble se délabre, mais on touche des loyers élevés parce qu'il y a des sans-papiers qui ont besoin de se loger et qui payent en liquide. Le privé, il encaisse les loyers et il ne refait pas les immeubles. Le privé, il voit qu'un lotissement, il a plus de valeur immobilière si on le ferme. Le privé ferme. Le privé ne va pas penser que les voisins d'à côté ont des gamins de 7 ans qui ont besoin d'aller à l'école à pied et que ces gamins risquent de se faire écraser en passant le long du boulevard Gannet qui est très dangereux. Le privé pense à lui-même. Et voilà. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts privés. Enfin, je paraphrase Jean-Jacques Rousseau, mais bon, c'est un peu ça. Donc du coup, pour l'instant, heureusement, et je croise les doigts de mes deux mains, aucun petit enfant ne s'est encore fait écraser en faisant le détour pour aller à l'école, parce que les familles passent par ce fameux mur effondré. Le jour où un gamin se fera écraser parce qu'il est obligé de faire un détour, peut-être que ce jour-là, les gens qui ferment sans penser à des gamins de l'école primaire, peut-être que ce jour-là, ces gens-là auront une petite pensée pour les autres. Mais dans l'immédiat, il n'y a que les collectivités qui peuvent imposer de prendre en compte cet intérêt général et de prendre en compte le vivre ensemble. Les collectivités locales de l'époque, avant les élections de 2020, la ville, la métropole était tellement incompétente que l'État, finalement, est intervenu directement. L'État, à travers le préfet, la signature d'un plan partenarial d'aménagement pour le centre-ville, c'est l'État qui vient expliquer à la ville et à la métropole ce qu'elle doit faire, à savoir aménager correctement, rénover le logement insalubre, faire l'inventaire des logements en péril et faire du logement social. Les enclosures sont la solution, sont présentées comme la solution aux problèmes de sécurité, sont présentées comme la solution aux problèmes de risque, sont présentées comme la garantie de la tranquillité. Et ça va être au nom du jeu des petits-enfants de l'intérieur qu'on empêche les petits-enfants de l'extérieur de traverser. Tout ça est non seulement entériné, mais accéléré par la législation. Il y a eu depuis 10 ans, un peu moins de 10 ans, en France, une série de lois qui vont dans ce sens-là et qui vont dans un sens mondial, qui est de favoriser de plus en plus le recours à la propriété privée pour résoudre toutes les questions et l'autorisation de clôturer son espace. Dire que ça vient d'Amérique ou que ça vient du Brésil, c'est
malheureusement plus grave que ça, je dirais. Ce qui vient d'Amérique ou du Brésil, ou en tout cas ce qui se propage à travers le monde, c'est une pensée d'un monde privé, et une pensée d'un monde géré par le privé, et une pensée d'un monde qui serait mieux géré par le privé que par des collectivités élues, et par des collectivités également autogérées, à plus forte raison. Donc la notion de commun et de vivre ensemble, vous employez des mots qui sont des grossièretés pour les décideurs, enfin certains décideurs planétaires français, et métropolitain. Je pense qu'il est urgent de prendre conscience des conséquences de cette dévolution au privé de la gestion de la fabrique et de la gestion de la ville. Parce que cette dévolution au privé ne peut pas se faire au minimum sans régulation. Je ne dis pas qu'il faut tout rendre public, parce que je pense que malheureusement c'est trop tard, mais qu'au minimum, il faut recréer, parce qu'elles ont pratiquement disparu, il faut réinventer, recréer, remettre en place des régulations de toute urgence.